Vous n'êtes pas déguisés. Personne n'est déguisé. Pouette. Parce qu'ils étaient déguisés à l'émission du matin. J'ai ici. vu ça. Ils étaient déguisés même chez nos confrères de la radio sportive de BPM. Je vais les nommer. Gilbert était déguisé. J'ai pas vu en quoi notre collègue Olivier Pellerin de la matinale Écoute, ici à Radio-Canada. C'était pas clair. Je pense que c'était un genre de croisement entre la pub de l'année. Parce que là, c'est ça, je veux pas trop tomber là-dedans, tu sais. Oui. J'ai l'ombudsman au-dessus, l'épée de l'ombudsman au-dessus de la tête. Ils ont fait cette pub de l'année-là, ils ont fait des costumes sur mesure. Oui. Exactement. Mais il a mixé ça avec un autre produit qui sonne comme, je pense. Fait que c'était comme un mic puis une saucisse. C'était pas clair. Puis sur la photo, je pense que c'est lui. Sur la photo, il s'est caché en dessous du gros nuage de Véronique Meyran. Bon. Peut-être, je sais pas. Regarde. Parce qu'il y avait une occasion là aujourd'hui. C'est notre 8e année. Est-ce que c'est la première fois qu'on enregistre le matin de l'Halloween? Peut-être. Je pense que oui. C'est une bonne question. Non, mais moi, j'ai pas fait de... J'aurais pu regarder, j'ai vérifié. Mais non. Parce que c'est du contenu gratuit. Oui, voilà. Oui. Et on a sûrement parlé de vos déguisements préférés, de votre carrière de festivalier ou de fêtard, je devrais dire. On a sûrement parlé du fait que ça semble être un moment... Je pense que c'était tout de suite après la semaine où on avait parlé de notre couleur préférée. Oui, c'était dans le même... C'était bien parti. C'était dans le même coin. Puis, ça, c'est le premier épisode, puis je vous l'avais demandé avant. Fait que vous n'aviez même pas parlé comme vous-même. J'avais dit, Alexandre Gascon, ta couleur préférée, c'est le bleu. Non, c'était, écoute, c'est du concept, ça, là. Ça annonçait pas 8 ans de survie pour le balado, mais c'est bon. Mais tu sais, l'expression gros lundi, petit lundi, grosse semaine, c'est un peu Oui. mais donc, je disais, l'Halloween, on a parlé aussi du fait que ça semble être un élément rassembleur au hockey professionnel. Il y a toujours beaucoup de photos, ça semble être un party. Il y a généralement un party d'Halloween. On a déjà parlé de tout ça. Alors, donc, on n'en parlera plus. Je fais juste dire que l'occasion aurait été belle, pour Martin, je sais pas. Mais je trouve qu'il y a une ferveur pour l'Halloween cette année. En plus, il y a un match de la Série mondiale. Ouais. C'est ça, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui vont être déguisés dans les gradins. Oui. Et peut-être que les Blue Jays vont se déguiser en champion, on ne sait pas. Mais, ça ne serait qu'un déguisement. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de ferveur cette année. Je ne sais pas si c'est comme ça chez vous. Mais dans mon quartier, c'est incroyable comment les gens se sont investis dans les décorations. Écoute, c'est assez... Oui, mais à Beverly Hills, ils sont toujours très investis dans les décorations. Je te dis, c'est un autre niveau. Ouais. Non, moi, on est dans un quartier densément peuplé, fait que c'est des poches. Okay. Il y a vraiment des coins, il y a les ruelles. Il y a des ruelles, là, mon vieux, là, c'est ahurissant. Il y a des projections. Son et lumière. On dirait que chaque quartier a toujours son petit secteur où il y a de la ferveur de l'Halloween. Et je ne sais pas si ça a un effet dissuasif, mais comme moi, mettons, mon tronçon de rue, là, c'est mort. Là, c'est plate. Nous autres, on se déplace juste un petit peu. Pas beaucoup. Un petit peu. Voilà, bon. Mais il y a toujours, tu sais, quand tu as des jeunes enfants, il y a toujours une ferveur pour l'Halloween. Ça fait comme un décompte là, depuis 25 jours à peu près. Là, donc, Et demain, c'est le décompte pour Noël qui commence. Alors, c'était le matin de l'Halloween et Martin et Alex enregistraient un balado. Aujourd'hui, Cole est en feu. Les règles, c'est pour tout le monde. Et tchitching du gros argent. C'est tellement hockey. Épisode 436. Avec votre chroniqueur principal au service des sports, Martin Leclerc. Bonjour, Martin. Bonjour, messieurs. Et votre journaliste affecté aux affaires du hockey, Alexandre Gascon. Bonjour, messieurs. Qui nous met de la pression ce matin parce qu'il veut aller à l'entraînement. J'aimerais ça. Donc, c'est vraiment un journaliste affecté aux... C'est important de s'entraîner. Oui. C'est pas juste un titre. C'est pas juste une formule, là. D'ailleurs, j'ai besoin de quelqu'un pour me spotter. Viens. Tu me rejoins? Je sais pas, c'est quoi ça? Ah, bon, voilà. Okay. Okay. Bon, les auditeurs on part de loin. On part de loin. Oui, on part de loin, oui. Bon.
Je me sens... C'est le fun. Mettons que tu fais du développé couché, on dit. Du bench press. Ouais. Puis là, il faut que quelqu'un qui t'aide un petit peu. Donc, tu travailles en puissance là, avec une grosse charge. Ben écoute, s'il y a quelque chose que je serais à l'aise de faire dans le gym, c'est ça, je pense. Cole, il joue la game. Il a compris que la game, elle demande de faire des actions sur la glace. Puis de temps en temps, mais la game, elle va te donner qu'est-ce que t'aimes faire sur la glace. Mais je ne sais pas quand ça s'en vient, ça. Puis si tu respectes les règlements de la game des deux bords, mais tu vas avoir beaucoup plus de moments que t'aimes à faire sur la glace. Puis je pense qu'il a graduellement travaillé là-dessus, puis il est rendu une place maintenant que il comprend ça, puis il joue la game. Ah oui, Cole qui a encore joué les héros mardi. Je lève mon chapeau à Martin Saint-Louis d'être capable de répondre à la même question 500 fois. Ben, il répond je veux rien lui enlever, mais c'est un paragraphe qui est bien travaillé, celui-là. Il y a de la répétition. Cole, il comprend la game. Ouais. Cole, il est devenu un joueur complet. Cole, il donne toutes sortes de déclinaisons. C'est toujours la même réponse, mais c'est ça. C'est l'artisanat. À la défense de mes collègues, c'est quand tu couvres une équipe au quotidien. J'attaque pas les collègues. Je comprends c'est quoi le beat quotidien. Il y a 20 joueurs qui sont là, puis il y en a qui sont à l'avant-scène. Exactement. Mais c'est la déclinaison de la même question. Cole Caulfield, comment t'expliques? Son évolution. Puis il y a une bonne shot. Moi, j'aurais commencé avec ça. Mais... Puis, tu sais, il mature, puis il s'en sert. Il y a peut-être une part de... J'ai pas regardé les chiffres, là, mais est-il dans des taux de conversion... 29 %. C'est ça. Il y aura une correction. Mais lui est capable de connaître une saison autour de 20 %. C'est ça, mais quand même. Cole Caulfield il partage le premier rang des marqueurs, des buteurs de la Ligue nationale, 9 buts en 11 matchs. La saison dernière, il y avait 10 buts après 11 matchs. Il est en retard. Son taux d'efficacité était de 31,3 %. On a oublié ça, 10 buts en 11 matchs l'an dernier. Oui, et cette année, 9 buts en 11 matchs et 29 % d'efficacité. Donc, le titre du balado, ça va être Caulfield en perte de vitesse. Caulfield en retard. Ralenti. Caulfield ralenti. Un mois d'octobre en deçà des standards habituels. Exactement. Mais on sait que ça va donc redescendre éventuellement. Là. Oui, il ne marquera pas. Ce que tu dis, c'est qu'il ne marquera pas 74 buts, c'est ça? Exact. Puis tu regardes les gars qui partagent le premier rang des buteurs de la Ligue nationale. Il y en a beaucoup qui sont dans les 31 32 30 28 Oui. Puis c'est normal aussi. Oui, l'échantillonnage est faible. Puis exact. Mais sa moyenne en carrière, Caulfield, c'est autour de 13 13,2. C'est ça. Alors, tu vois, j'aurais cru qu'il aurait connu des années à plus près du 20 %. Sa meilleure est à 16,5 en 2022-2023. L'année dernière, 15,4. Mais, donc, ça va être dur à mettre. Ça devrait couper de moitié. Exact. Ce taux de conversion. Mais c'est toujours mieux d'avoir un bon départ, si tu veux avoir qu'un mauvais, oui. Et je pense que l'expérience apporte ça. Quand tu as un bon départ, d'être capable de maintenir le rythme, d'éviter les périodes creuses, quand tu l'as vécu déjà, de connaître un bon début de saison, puis te dire, ça va être extraordinaire, je vais remplir les filets jusqu'à la fin de la saison. Une expérience, la constance fait que tu évites les périodes creuses. Mais il a dit quelque chose d'intéressant, Martin Saint-Louis, sur Caulfield en anglais après coup, quand on lui demandait plus l'origine de l'enseignement qu'il a fait avec lui. Il disait, tu sais, quand je suis arrivé en 2022, il restait une trentaine de matchs à la saison, puis le moral était tellement à plat partout dans l'équipe que j'ai pas enseigné. Là. Puis avec Caulfield, je suis allé le voir, puis je me suis dit, on va parler d'attaque, parce que c'est le fun, jaser d'attaque. Et la défense, ça viendra plus tard. On savait que c'était une saison perdue de toute façon. Alors, tu voyais toute son approche, l'approche quand même assez humaine et c'est un assez bon pédagogue, je pense, Saint-Louis. Qui était adéquat aussi dans le contexte. Exactement, avec une équipe de bas de classement. Il a juste dit à Caulfield, regarde, va t'amuser. Je ne suis pas débarqué en me disant bon là, on va t'apprendre à jouer à 5 contre 5, on va faire un joueur complet de toi. Alors, c'était juste, va jouer. Et Caulfield avait un but à ce moment-là. Vous vous rappellerez évidemment que Dominique Ducharme a coûté le trophée Calder à Cole Caulfield, comme chacun sait. C'était incroyable. Non, mais c'était le narratif. C'était la trame narrative. Les gens disaient... C'est un narratif qui existe encore. C'était la trame narrative à l'époque. Ducharme a étouffé. Regardez, Ducharme est parti, puis il explose. Et bref, il avait marqué 22 buts pour le restant de la saison. Et après ça, Saint-Louis a dit, je sentais que lui, comme d'autres,
étaient vraiment dans un... beaucoup plus... Ils étaient mieux dans leur peau. Un état d'esprit. Dans un état d'esprit, c'est ça que je cherchais, merci. Dans un bon état d'esprit pour... apprendre, absorber. Je vais t'aider, je suis là. T'es pas seul. Pour absorber les enseignements. Il a donc commencé la saison suivante. Alors, je trouvais ça intéressant qu'il expose un peu son plan de match et son approche quand il est arrivé. Mais Martin Leclerc soulignait que le laïus de Martin Saint-Louis sur le développement dans l'ensemble du jeu de Caulfield est bien... il est bien peaufiné, c'est bien parce que oui... la question revient souvent sous différents angles, puis la réponse ressemble toujours à ça, à quel point c'est pas juste un joueur d'attaque, c'est devenu un joueur complet. Il était question cette semaine, c'est pas le plus gros, mais il gagne ses batailles. Ouais. Et tout ça, c'est vrai. Il y a beaucoup de renforcement positif fait à travers ça. Oui. Les joueurs entendent ce que leur entraîneur dit à propos d'eux dans les médias. Alors, c'est une façon de passer les messages par la bande, comme au billard. Ça se rend. Cross-coin, comme on dit. La 9, oui. Cross-corner. J'ai failli caler la 8. Ça, c'était pas... Est-ce que les dirigeants de l'équipe américaine entendent ça? Est-ce qu'ils l'entendent, Martin? Est-ce qu'ils disent ce paragraphe, ce monologue s'améliore de jour en jour? Je pense pas qu'ils ont besoin d'entendre des points de presse. Ils voient ce qui se passe sur la patinoire. Ce sont tous des dirigeants d'équipe de la Ligue nationale. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir que Caulfield fait partie d'un trio qui est excellent à 5 contre 5, qui est responsable défensivement. C'est un gars qui joue contre les meilleurs joueurs des équipes adverses soir après soir. S'ils ne le voient pas, c'est parce qu'ils estiment... En tout cas, si Caulfield n'est pas là à la fin, c'est parce qu'ils vont estimer qu'il dispose de meilleurs joueurs que lui. Là, mais... Pas nécessairement de meilleurs joueurs, mais de joueurs plus utiles dans un rôle précis, là. C'est parce que moi, je me rappelle que l'excuse, c'était des buteurs, on en a plein. Exact. Comme si on n'a pas besoin d'un buteur de plus. C'est parce qu'on le voyait, en tout cas, c'est l'impression que j'avais. Tu sais, Caulfield, là, au moment de la confrontation des 4 nations, c'était le meilleur buteur américain. À ce moment-là, Connor a fini par le dépasser, mais lui et Connor étaient les 2 meilleurs buteurs américains. Et au moment où on se parle, il est le meilleur buteur américain. Et l'excuse qui était avancée, c'était beaucoup, comme tu dis, on en a des marqueurs, puis Caulfield... On en a besoin. C'est ça, on en a déjà. Yeah. Caulfield, son atout premier, ce serait l'avantage numérique, et puis il n'y a pas de place pour lui sur la première vague. Il y a la gâchette à Connor d'un côté et tout. Et Carl Connor a connu un très mauvais tournoi. Il avait commencé sur le premier trio, il l'a terminé sur le 4e. Et ça n'avait pas fonctionné. Donc, on entendait cet argument-là, mais je le trouve un peu fallacieux dans la mesure où Caulfield, depuis un certain temps, il démontre qu'il est beaucoup plus qu'un spécialiste de l'avantage numérique. C'est rendu un joueur complet. Comme Martin dit, un des trios les plus efficaces à 5 contre 5 de la Ligue. Je vois mal comment l'équipe américaine pourrait se passer de lui et... Surtout qu'il a une qualité intangible qui est difficile à saisir, à définir, mais c'est être clutch, là, c'est-à-dire... Transmission? Non, oui. Une blague. Excuse-moi. Course automobile. T'es plus à l'aise en course automobile que dans le gym, visiblement. Hein? T'es plus Quand je suis assis, oui, en général. Oui, c'est vrai. Ça a moins besoin de... Alors, cette capacité-là à performer sous pression, je pense qu'elle va être prise en compte par les dirigeants américains. C'est déjà le gars qui a marqué le plus de buts dans l'histoire du Canadien de Montréal en prolongation. Évidemment, il y a un contexte. Là, on ne jouait pas à 3 contre 3 avant. Il y avait des matchs nuls, etc. Je sais tout ça, mais quand même, il est très jeune. Donc, il veut la rondelle quand ça chauffe, quand le moment est grand, quand le moment est important. Et il y en a combien des joueurs comme ça capables de se transcender avec l'équipe américaine. Tu sais, Matthew, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas encore été capable de le faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne réussira pas à faire cette percée-là dans sa carrière un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, il n'y a pas abondance, là. Non, il n'y a pas abondance. Et si moi, je suis dans les souliers du directeur général de l'équipe américaine, je me dis, je vois mal comment je peux me passer de ce gars-là. Parce que oui, quand tu bâtis une équipe comme celle-là, tu as besoin de joueurs de rôle, mais des fois, il y a un danger à aller dans cette direction-là. Rappelez-vous l'équipe olympique canadienne à Turin en 2006 avec ses Chris Draper et ses Robin Regeer. C'était plus une équipe passée date, là, en termes d'âge et tout ça. Oui. C'est une vieille équipe. Oui, mais Crosby était là, était disponible. Ouais. Eric Stahl connaissait une saison de 100 points à sa 2e saison dans la Ligue nationale. Jason Spezza était tout feu, tout flamme. Tout ce monde-là était écarté au profit de
Chris Draper, Ryan Smith, en défense, Red Gear, Wade Redden, c'est très canadien. Mais le Canada a toujours un peu fait ça, mais c'est vrai que cette fois-là... Ça a été la leçon, je pense, qui a changé la trajectoire, la façon dont on choisissait l'équipe. Ils ont fait un peu plus attention après. Par la suite, puis j'ai hâte de voir si cette leçon-là va perdurer dans le temps quand on va voir la composition cette année en 2026. Est-ce que Macklin Celebrini, par exemple, va être là? C'est un autre sujet, mais tout ça pour dire que tu peux très bien, je pense, placer Caulfield au sein d'un troisième trio avec Dylan Larkin, par exemple, et ça va faire en sorte que tu vas avoir un tel équilibre dans ta formation qu'ils te feront pas mal à 5 contre 5, mais en plus, ils vont être particulièrement dangereux en attaque ou devraient l'être. Je pense qu'il est vraiment en train... en tout cas, j'ai l'impression qu'il est en train de cimenter. Les arguments sont là. Mais il ne faut pas oublier que la valeur la plus lourde ou la plus importante dont les dirigeants tiennent compte quand ils préparent l'équipe olympique. Les gens imaginent le tournoi olympique comme si c'était un festival offensif, là, mais c'est du jeu défensif à outrance. C'est épouvantable à quel point ça joue défensif. C'est mauvais. Et il faut que tu sois excellent défensivement. Il faut que tu sois capable de gagner un match 2-1. Je vais toujours me souvenir à Sochi, les gens regardaient l'alignement et disaient ça va être un feu d'artifice. Et c'était probablement la meilleure équipe défensive de tous les temps. Là. Carey Price faisait face à 6 chances de marquer par match. Les meilleurs buteurs de l'équipe, c'était des défenseurs. C'était chez Weber et Drew Doughty. Oui. Alors, c'était extrêmement défensif. C'est du jeu très fermé, étanche. Alors, c'est ça, un gars comme Caulfield, dont la réputation comme joueur fiable, est-ce que tu es bon défensivement? Est-ce que tu as joué, tu as excellé dans cet environnement-là, dans une très, très haute compétition? Est-ce que ton équipe a été loin dans les séries éliminatoires de la Coupe Stanley, dans ces batailles-là, dans ces guerres d'usure-là? Caulfield est un peu, là, il est dans une équipe qui est la saison dernière, il était encore dans une équipe en reconstruction. Il n'y avait jamais eu un différentiel positif dans sa carrière encore. Mais là, on voit que le premier trio du Canadien est en train de s'installer, de se faire une réputation, de montrer qu'il y a une constance match après match. Puis, c'est ça, il est un peu unidimensionnel, Caulfield, dans le sens où il ne joue pas en désavantage numérique. Là, fait que ça y enlève des outils dans son couteau suisse. Là. Il n'y a pas cette petite branche-là. Comparé à un gars comme Suzuki, tu peux tout faire. Tu peux l'insérer comme ailier, comme centre, de le promener dans n'importe quel trio. Tu peux le faire jouer en désavantage numérique, en avantage numérique. Ça, quand il est capitaine de son équipe, il a du leadership, ça, tu regardes ça, tu dis, OK, lui, je le veux dans mon équipe. Mais il n'était pas là l'année dernière. Non. Je pense qu'il va être là. C'est ça. Il est en train, il arrive à son apogée, là, puis c'est un alignement très difficile à percer. Fait que c'est ça. Caulfield, avec le coffre d'outils qu'il a présentement, je pense que tu peux le placer dans un 4e trio, puis tu sais qu'il va être constant, puis qu'il va peut-être te sortir des gros buts dans le tournoi olympique, mais tu ne peux pas l'utiliser en désavantage. Fait que là, ça restreint sa piste d'atterrissage. Si tu n'es pas dans les 6 meilleurs attaquants américains, fait que tu vas jouer là, puis tu n'auras pas d'unité spéciale, donc tu vas être très, très peu utilisé. Moi, je pense qu'il y en aurait, là. Je pense qu'il serait sur l'avantage numérique, là. Deuxième vague, peut-être même première si ça se passe pas bien. Et le fait qu'il soit devenu constant et fiable à 5 contre 5, c'est ce qui milite en sa faveur. Parce qu'effectivement, avant ça, il y avait trop de points d'interrogation. Il était effectivement unidimensionnel, ce qui n'est pas tant le cas. Moi, j'aimerais dire que c'est pas un spécialiste de l'avantage numérique, c'est un spécialiste de la prolongation. Exact. Écoute, si le hockey de la Ligue nationale se jouait à temps plein à 3 contre 3, le Cole Caulfield serait une des 5 super vedettes de la Ligue. Là. Et le Canadien serait une des 5 meilleures équipes de la Ligue. Et si Caulfield a tant de succès dans cette phase-là du jeu, c'est qu'il a beaucoup de répétitions. Oui. L'équipe va quand même souvent il a pas mal de répétitions. Je faisais un décompte cette semaine. Si ma mémoire est bonne, sur les 8 victoires de l'équipe, il y en a 6 acquises par seulement une marge d'un but. Mm-hmm. Et c'est ça. Souvent, ça se règle en prolongation. C'est une ligue de 3-2, la Ligue nationale de hockey. C'est ça, hein? C'est important d'être capable de gagner ces matchs-là. Là. C'est déjà un bon signe. Cela dit, le Canadien à plusieurs reprises, s'est trouvé en position de gagner plus facilement. Oui, et ne l'a pas fait. Ouais, bien sûr. Et ça, il y a... je
je pense qu'il faut, c'est certain, là, nous on le dit, alors ils en sont très conscients, mais il y a un apprentissage à faire là. Mm-hmm. Ils n'ont pas eu beaucoup de répétitions de cette situation de jeu-là précise. D'être en avance par 2 buts. En troisième période. Exactement. Ils l'ont échappé contre les Oilers d'Edmonton. Ça a failli être le cas contre les Canucks de Vancouver. Il me semble qu'on en a parlé mardi. Cela dit, là, puis je disais, quand on parlait de la difficulté à trouver l'équilibre entre défendre, mais continuer à jouer comme tu le faisais dans le match pour avoir du succès quand même. Mais contre le Kraken, tu mènes 3-0. Finalement, tout est beau là, parce qu'il gagne encore un match en prolongation. Caulfield marque encore, bat le record du nombre de buts gagnés en prolongation pour un joueur du Canadien. Alors, tout ça est très, très joli sur papier, mais tu mènes 3-0 en troisième période et tu laisses l'adversaire revenir dans le match tranquillement comme ça pour pousser le match en prolongation. C'est une tendance là, depuis le début de l'année. Martin Saint-Louis dit souvent... je ne m'attarde pas aux anomalies, aux petits trucs ponctuels qui surviennent. Je regarde les tendances. Il y en a une là. Alors, c'est sûr qu'ils vont s'y attaquer, mais il y a une source d'inquiétude, là, de légère inquiétude dans la façon dont le Canadien a de la difficulté à protéger son avance. Je pense. Mais la bonne nouvelle, c'est que... Ils gagnent. Puis ils sont en avance. Et comme tu dis, ça, c'est nouveau. Et c'est ça, comme tu dis, ils n'ont pas tant d'expérience de ça. Alors, j'imagine que comme le reste, ça va venir. Des fois, un mauvais match, ça peut affecter la confiance ou peu importe, mais c'est juste, je pense que je collais, on a regardé sur vidéo, souvent, à les lancer, je shrinkais, ma position de base, je jouais plus petit, peut-être pensé trop, donc puis quand tu penses trop, évidemment, t'hésites plus, les mains sortent moins bien, donc c'est juste vraiment de retourner à la base. Comme j'ai dit, on a travaillé pendant une semaine, on a fait des bonnes choses, donc c'est de retourner jouer, puis de pas penser, puis juste relaxer, puis de rester au moment présent. Samuel Montembeault qui va retrouver sa place devant le filet samedi soir contre les Sénateurs. Je veux pas qu'on s'attarde trop sur ce match-là, parce que des fois... les gens nous écoutent, puis le match est terminé. Mais reste que si on a beaucoup dit de ce début de saison. C'est bizarre, hein, parce que les Sénateurs sont pas tant au classement. Là, c'est pas, ça annonce pas ce que je vais dire, mais on a beaucoup dit que c'est un début de saison qui n'est pas difficile pour le Canadien en termes d'opposition. Mais moi, j'ai très hâte à ce match-là. J'ai comme l'impression que on va avoir ça va être une bonne mesure. Un match baromètre. Merci. Oui. Moi aussi, je suis capable de t'aider. Ben c'est ça. L'autre jour, tu me disais que je n'étais pas capable de finir une phrase. Ah, mais t'es pas là. Vous spottez mutuellement. C'est ça. Il n'y a personne qui va s'étrangler avec une barre. C'est ça qu'il faut prévenir. Oui, est-ce que vous avez cet enthousiasme, cette impression-là que c'est baromètre un peu? Moi aussi, j'ai hâte de voir ce match-là. Puis c'est un match intra-division aussi. On n'en a pas vu beaucoup depuis le début de la saison. Il y a une rivalité entre ces deux équipes-là aussi. Là, ça a été assez neutre en termes d'émotion, les matchs depuis le début de la saison. Alors j'ai hâte de voir ça. Puis ça n'a pas bien démarré la saison pour les Sénateurs. Tkachuk est blessé. C'est une équipe qui a accordé beaucoup de buts, enlevé de rideaux. Ça fait qu'il va falloir corriger. J'imagine qu'ils travaillent fort pour corriger ça. Fait que c'est ça. J'ai hâte de voir ce match-là. Oui, ça va être effectivement un match baromètre. Je pense que c'est une bonne façon de le décrire. Hier, ils sont revenus contre les Flames de Calgary, mais c'est vrai que c'est une équipe qui n'est pas très, très étanche. Là. Ils marquent beaucoup de buts un soir, en accordent énormément le lendemain. Je pense qu'ils ont gagné 2 matchs de suite en marquant 7 buts, et au troisième, ce sont eux qui en ont accordé 7. Alors, ils essaient de survivre sans leur capitaine, puis il y a un peu de secousse à travers ça, mais avec une fiche de 6 victoires, 5 défaites et une autre en prolongation, c'est pas catastrophique. Non. Et présentement, dans la division Atlantique, à part les Red Wings et le Canadien, qui se débrouillent très bien, il n'y a personne en ce moment là qui est vraiment qui prend un pas d'avance sur les autres. Alors, actuellement, en ce petit vendredi matin de l'Halloween... C'était le matin de l'Halloween. C'était le matin de l'Halloween, et les Sénateurs sont au 3e rang de la division Atlantique. Ça vaut pas grand-chose, mais ça en dit long sur... peut-être le fait que les autres ont moins bien performé. Même si le Lightning, je pense qu'on s'était inquiété pour rien. Là. Je regarde dans la division du Canadien, là, défensivement. Buffalo est 22e. Boston est 26e en défense. Toronto est 28e. Et Ottawa est 29e. Alors, ça, quand même... il accorde des buts. C'est ça. Il se marque beaucoup de buts. On parle d'une division qui est
depuis plusieurs années, la plus féroce là, de la Ligue nationale, mais il y a comme... C'est pas une saison qui démarre de façon aussi étanche qu'on est habitué de le voir. Le Canadien se place où là-dedans? Le Canadien, défensivement, c'est qu'on porte quand même assez bien 14e, milieu de peloton. Ah, bon. C'est une équipe qui n'a jamais été reluisante défensivement. Non, c'est ça. Donc, 14e, c'est bon pour le Canadien, présentement. C'est vrai aussi, tu disais, c'était plutôt neutre au niveau émotion, les matchs depuis le début de la saison. C'est même contre Toronto, c'était le premier match aussi, là, mais c'est vrai que c'est ça, c'est des équipes qui se voient pas tant souvent. Le voyage dans l'Ouest, il y a comme quelque chose de folklorique, ou enfin, c'est pas de rivalité. À Edmonton, les décisions des officiels ont suscité de l'émotion. Plus que le reste. Ouais, mais en termes de rivalité, c'est ça, on n'a pas vu de match féroce encore. Est-ce que c'est un bon contexte pour... c'est un bon contexte. C'est le contexte dans lequel va revenir, ou enfin que Montembeault va tenter, je sais pas, de retrouver ses moyens. Non, c'est pas... c'est dans ce contexte-là que Montembeault va jouer. Oui, mais... Il n'y en a pas de... Non, mais je pense que c'est un peu une question de retrouver un peu ses repères, là, un peu d'aisance devant le filet. Il disait lui-même, j'ai l'impression de me rapetisser quand je suis devant la cage parce que j'ai pas confiance, ou bon, c'était pas exactement les mots qu'ils ont employés, mais on décode ça un peu à travers son discours. C'est très candide de sa part, puis c'est un gars qui a toujours été très, très honnête là, dans sa façon d'évaluer ses performances, ses prestations, donc c'est pas étonnant de l'entendre dire ça. Cela dit, quand ça survient en début de saison, ça met un accent beaucoup plus fort sur la mauvaise passe que tu traverses. Montembeault, si on faisait le décompte de tous ses matchs l'année dernière, il y a sûrement eu des séquences où il était en bas de 900 dans des rencontres par taux d'efficacité. Ça arrive souvent des creux de vague au sein de la saison. Si tu as bien commencé, ben ça se reflète moins sur tes statistiques. Alors, on en parle moins, les gens en font moins grand cas. Donc, c'est mal parti, mais ça demeure seulement 5 matchs. Là. Exact. Mais c'est une des valeurs les plus importantes pour un athlète, c'est la confiance. Quand tu n'as pas confiance, c'est extrêmement difficile de performer. Quand ça part mal, c'est difficile de retrouver ta confiance. Puis, je regardais les chiffres cette semaine, là, il était 68e sur 68 en termes de buts accordés supérieurs aux buts attendus. Là. Fait que, ça va pas bien. Puis c'est un gardien qui a bâti sa confiance, qui est arrivé de nulle part quand il est arrivé à Montréal. Là, il n'était pas dans les plans de l'organisation des Panthers, qui s'est bâti à partir de presque zéro, qui a atteint des standards d'efficacité et d'excellence élevés l'année passée. Puis là, pouf, c'est un gros soubresaut. Là. Fait que il faut l'aider. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui questionnent le fait qu'il se retrouve devant le filet samedi alors que Dobèche a remporté ses 6 matchs, ses 6 départs depuis le début de la saison, puis qui est parmi les meilleurs gardiens de la Ligue. Mais il n'y a personne au monde qui a plus intérêt à voir Montembeault bien performer que Martin Saint-Louis. Là. Lui, il veut avoir 2 gardiens performants pour toute la saison. Puis, on a parlé, je pense, ici, je ne sais pas si c'est Godini qui était là ou c'est Alex. Gascona. Le Gasker. Est-ce que vous avez des noms en italien qui on disait qu'il y a un aspect politique aussi quand tu diriges une équipe. Là, c'est parce que si tu écrases tes joueurs à chaque fois qu'ils traversent une mauvaise performance et que tu les soutiens pas et que tu les aides pas à revenir dans le droit chemin, à redevenir performant. C'est ça ton travail comme entraîneur, là, c'est de faire en sorte que chacune des pièces qui composent ton équipe soit performante. Ben, tu perds ton équipe. Là. Tu fonctionnes par attrition, puis tu fonctionnes comme un médecin qui enlève tous les organes qui, à un moment donné, se mettent à pas bien fonctionner. Comment ça s'appelait le jeu docteur? Il fallait que tu enlèves dans... Le jeu du docteur. Opération, c'est ça. C'est Jack. Mais là, c'est parce qu'à un moment donné, si tu fais ça tout le temps, il ne reste plus beaucoup d'organes pour faire fonctionner l'ensemble de l'affaire. Fait que... Là, on ne parle pas des médecins ici. On avait dit que c'était une zone sécurisée. La loi 2! Oh non! En plein matin de l'Halloween! Frankenstein! J'en parle amplement avec ma fille. Ben, c'est ce que je me dis, là. Alors, pour un épisode à venir sur le Dark Web. Amène pas ce débat ici. Non. Alors c'est ça. L'entraîneur est le premier qui a intérêt à ce que Samuel Montembeault retrouve son air d'aller. Alors, il faut le faire jouer. Sinon, il ne retrouvera jamais. Là, si tu l'écrases et tu l'installes sur la passerelle de presse pour
Pour 3 semaines, là, tu ne l'aides pas à se relever. Là. Donc, puis là, les nerfs avec Dobèche, là, c'est un joueur recru. Parce que j'écoutais BPM en m'en venant ce matin. Gilbert était déguisé, je l'ai dit tantôt. En tout cas, personne ne le lit ici, je le répète. Mais il a joué 16 matchs l'an passé. Je n'ai pas vérifié, mais Dobèche a joué 16 matchs l'an passé. Il est arrivé au temps des fêtes. Il serait éligible. Il serait éligible à une colle parce que là, tous les règlements de recrues. Oubliez qui gagnera le Calder. Quel joueur du Canadien gagnera le Calder? Parce que là, t'aurais Demidov, t'aurais Kapanen, t'aurais Dobèche. Je pense que le statut de recrue. Ben, les gars ils sont fiables. Les gars l'ont dit. Oui. Hein? Donc, là, qu'ils prennent son trou, le jeune. Ou ça, c'est une façon de... Mais ou encore, on s'entend. C'est une étoile... À date, il est dans la course. Après 6 matchs, oui. Oui. Mais il y a eu une drôle de réaction sur un début du Kraken Dobèche où il s'est retourné vers Noah Dobson en le regardant. Mais là, voyons, c'était quoi ça? Un peu, j'ai trouvé ça un peu étonnant. Mais venant d'une recrue. Oui, ben oui. T'es pas Carey Price, là. Mais même Carey Price faisait pas ça, mais je pense pas que c'était un reproche individuel. Moi, quand je l'ai vu pendant le match, ça avait l'air d'une réaction. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que je fais? J'ai jamais vu cette rondelle-là, là, mais je pense pas que c'était un reproche à ses coéquipiers. J'espère que non, ça il est assez oui, il est brillant. Oui, c'est un gars intelligent. Ça a l'air d'un gars. Je trouve ça vraiment le fun. Je trouve ça drôle que ça a été interprété comme ça. Mais c'est parce qu'il les regardait vraiment, ses coéquipiers, puis c'était pas juste comme ça avait pas l'air de. Je m'excuse. Qu'aurais-tu voulu que je fasse? Là, c'était plus comme qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que vous venez de faire? Je suis? C'était peut-être pas un reproche individuel à Dobson spécifiquement, mais il avait l'air mécontent de la façon dont le jeu s'était déployé devant lui. On va dire ça comme ça. Moi, je l'ai interprété comme une réaction comme qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai jamais vu cette rondelle-là, mais quand tu penses, une fois arrivé dans la Ligue nationale, même bien avant, dans les niveaux inférieurs, si tu réagis comme ça envers tes coéquipiers, tu ne survivras pas longtemps. Non, c'est ça. Ouais. Mais non, c'est ça. Il semble avoir il semble jouer un rôle. Il ne peut pas jouer un rôle, mais il semble avoir une. C'est ça, les gars aiment ça le taquiner ou c'est l'intuition que j'en ai. Là. Il y a comme une place un peu spéciale dans le vestiaire là, de par sa personnalité. Ouais. Je pourrais pas dire, honnêtement. Là, ça fait un bout de temps que je les ai pas vus aussi. Là. C'est pour ça que j'ai le goût d'aller à l'entraînement. Ouais, c'est ça. Ouais. On va te libérer bientôt. Merci, Alex. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public sur les réseaux sociaux. Là où ça fait mal, réseau social. Question du public, question du public. Question du réseau social. Ben, ça s'imposait. On a demandé via les réseaux sociaux de Radio-Canada. On vous a demandé, à votre avis, combien de buts Cole, est-ce que c'est ça le libellé? Combien de buts marquera Cole Caulfield cette saison? Hein? Je parlais de contenu. Ça aussi, c'est du contenu gratuit. C'est l'épisode du contenu gratuit. Un des épisodes. Alors, sur le book, Pierre, au moins 9. Marc, je prédis aucune léthargie. Traitez-moi de fou, mais je dis 61. André, ça va dépendre du nombre de matchs qui iront en prolongation. Il est visiblement très à l'aise à 3 contre 3. Bon point, ça, André. Oui. Sinon, toujours une dernière sur le book. Non, ça va pas bon. Sur le tube, Pierre-Louis, plus qu'Alexandre Ovechkin. Gabriel, 39, mais aucun dans un filet désert. Et le gros Chip Shop, 44, soit 2 fois son numéro. Et j'ai gardé la dernière. Il porte le 13 maintenant. Ouais, c'est 26. C'est vrai? Ouais. Ah oui, c'est moins bon. C'est moins bon, 26. Ah oui, j'avais pas fait le... Les gars, vous êtes mes spotters. Je pense que vous êtes là pour me spotter. Et j'ai gardé la dernière pour Monstre de Chilla, puisque c'était le matin de l'Halloween. Et les garçons enregistraient... Est-ce qu'il réclame des cachets, Monstre de Chilla? Oui, il me semble qu'il est dans chaque épisode. Et tant qu'il va continuer à ne pas en réclamer, on va lui faire... Sur le gram, assez pour faire peur aux fantômes du Centre Bell. Voilà. Ces chances d'en compter 40 sont quand même bonnes. Là, oui. Vous voulez répondre à la question? Non, on discute. Tu nous demandes toujours des réactions. Des onomatopées.
Donc, oui, je pense qu'il y a des bonnes chances d'en compter 40. C'est comme à chaque ça année. ne serait pas trop tôt. C'est ça. Ça fait 32 ans là, que c'est arrivé pour le Canadien. C'est Vincent D'Anfous, donc ce serait dû. Là. Oui. La dernière fois qu'une équipe canadienne a gagné la Série mondiale, il y a 32 ans. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Hein. Là, je suis étourdi par ce Ton clin cerveau d'œil. va exploser, Alexandre. Mon rôle dans ce balado... Faudrait pas. Parce que ça quoi qu'on est, c'est le matin. C'était le matin de l'Halloween. C'est le bon matin. Et le décor était tapissé de Allons faire un tour à New York. Oui. Je suis content parce que ça fait depuis le début de la saison, j'aimerais ça qu'on s'intéresse. On ira au Colorado après. Okay. À vrai dire, après, on va aller chez le comptable. Faisons les choses dans l'ordre. Moi, je suis le même. Allons à New York. Là, Patrick n'était pas content. Matt Barzal est arrivé en retard. Non, mais j'aimerais ça qu'on parle de New York. Je vous le dis, là. J'aimerais ça qu'on parle des Islanders un peu plus souvent. Il y a un petit peu de nous là-dedans. Hein? Non, mais... Bref, Barzal est arrivé en retard à l'entraînement, puis c'est pas parce que t'es le meilleur joueur de l'équipe, ou enfin, l'un des meilleurs joueurs de l'équipe, qu'il n'y aura pas de conséquences. Il a raté l'autobus, ou il s'est présenté en retard pour le départ de l'autobus. Il s'en allait au patin matin. Oui, le bon. patin matin. Bon. Mais là, tu sais, des fois, ça arrive. Oui, c'est pas supposé. Cadran qui sonne pas, ou il y avait du trafic. Non? Du trafic à l'hôtel? Je sais pas. Il y a des règles à respecter. L'ascenseur marchait pas. Il y a des règles à respecter et elles s'appliquent à tous. C'est... Oui, ce qui est bien. Exact. Bon. Et c'est ça. J'ai trouvé cette histoire-là intéressante parce que, Mathieu Darche est le nouveau directeur général. J'imagine qu'avec Lou Lamoriello, ce genre de règles-là devait exister auparavant aussi. Probablement. Probablement que si tu n'étais pas là 15 minutes avant que l'autobus parte. Tu étais considéré en retard. Si tu étais là à l'heure, tu étais en retard. mais Patrick Roy a expliqué, c'est la culture de l'organisation, c'est notre culture. Ça m'est déjà arrivé quand je jouais, raconter Patrick. Ah ouais? Qui avait raté une séance d'entraînement pour un motif X et qui avait par la suite été cloué au banc pendant 2 matchs. Et il a dit que Barzal, qui est le plus haut salarié de l'équipe, avait bien accepté la situation. Mathieu Darche arrive de l'organisation du Lightning et Pierre Lebrun rappelait que Braden Point a subi le même sort pour la même faute la saison dernière. Et en fait, c'est pas une approche révolutionnaire. Je pense qu'il y a plusieurs organisations qui fonctionnent comme ça. André Tourigny est le gars qui explique le mieux cette culture-là. Là. Lui, il réunit ses joueurs au début de la saison, il leur explique les règles, il leur demande si les gars sont d'accord, puis il leur dit, écoutez, là, on a accepté les règles, elles vont s'appliquer. Les règles n'ont pas d'émotion, elles s'appliquent tout simplement. Et donc, quand des cas comme ça arrivent, je me souviens, quand il dirigeait Équipe Canada Junior en 2020, il avait expliqué les règles à ses joueurs. Et la première séance d'entraînement suivante, si ma mémoire est bonne, il y a Kirby Dack et Dylan Cousins qui étaient arrivés. La séance d'entraînement était à 11h30 et les 2 gars devaient subir des traitements, étaient arrivés dans la porte à 11h30 précise pour embarquer sur la patinoire, alors que, on s'entend, là, quand la séance d'entraînement est prévue pour 1 heure précise, ça veut dire que ton échauffement est supposé d'être fait, puis là, on commence... D'habitude, les gars sont sur la glace longtemps. 20 minutes avant, exact. Au moins avant que l'entraînement commence. Alors, André Tourigny était allé voir les 2 joueurs, puis il avait dit, là, vous avez le choix. Soit vous ratez la séance, vous rebroussez chemin, ou on va discuter on va régler la question après. Il va y avoir... Puis les gars avaient dit, écoutez, non, ce sont les règles. Ouais. On va rebrousser chemin. Ils n'avaient pas participé à la séance d'entraînement. Alors, c'est comme ça. Comment ça, il leur avait donné le choix? Ouais, parce que là, les règles, elles n'ont pas d'émotion. Parce que moi, quand j'enfreins les règles, là, j'aimerais ça qu'on me donne le choix. Ouais. Mais tu sais, probablement qu'il aurait manqué un match par la suite ou quelque chose. Mais c'était 2 leaders de l'équipe. Là. Fait que c'était... Les gars, déjà, on vient d'en parler, puis on arrive à un moment où il faut montrer comment ça va aller. Et les gars avaient rebroussé chemin, étaient allés avaient raté la séance d'entraînement.
Donc, c'est ça, les règles n'ont pas d'émotion. André Tourigny dit, si c'est moi qui arrive en retard pour l'autobus, bien, l'autobus s'en va pareil. Si c'est le directeur général, peu importe, les règles ont été établies et c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça fait en sorte, c'est important, ça, que tout le monde dans une équipe, dans un groupe comme ça, sente qu'il n'y a pas de passe-droit, que les mêmes règles s'appliquent à tout le monde. Puis je me souviens, j'ai lu la biographie de Joe Torre, l'ancien gérant des Yankees de New York. Le livre s'appelle The Yankee Years. Et il raconte que le jour où... le joueur de premier but... Derek Jeter. Non, c'est le joueur de premier but qui est arrivé d'Oakland comme joueur autonome est arrivé, puis ils lui ont permis d'avoir son propre préparateur physique. Puis, en tout cas, quelle époque, ça? Ils ont changé l'époque de Joe Torre. Durant la dynastie. Là. Et à partir de là, ça s'est mis à mal aller. Il a commencé à avoir des dissensions et tout ça. Ben oui. C'est ça. Quand il faut qu'il y ait tout le monde égal. Il y a des règles, tout le monde est traité de façon égale, puis on n'en parle pas. Comme ici. Ici, tout le monde... Ici, personne ne respecte les règles. Donc, c'est tout le monde égal. Il n'y a pas de règles. En fait, c'est qu'il manque de règles. Non, mais c'est mettons comme le concept du retard. Nous autres, on n'a jamais établi les règles. Le balado, des fois, ça irait mal si ces règles-là fonctionnaient. Oui, c'est ça. Oui. Mais là, on les a jamais... André Tourigny, il s'assoit avec son groupe. Il n'y a pas eu cette conversation-là. Il explique les règles et tout le monde s'entend sur les règles. Ce bout-là, on ne l'a pas fait au balado. Le gros morceau d'information... On ne s'est pas entendu sur les sanctions. Ni sur les règles. Ouais, sur rien. Le gros morceau d'actualité dans la LNH des dernières heures, c'est la prolongation de contrat, le nouveau contrat de Martin Necas. 92 millions de dollars pendant 8 ans. C'est 11,5 millions de dollars par saison. Êtes-vous... J'ai l'impression qu'on entre... Puis il y a eu Thomas Harley aussi qui, on le voit moins jouer. Là, c'est Jason Giambi, le premier but, je m'excuse. J'allais le dire. Voilà. C'est pas Jeremy Giambi? C'est son frère, Jeremy. J'ai vu Moneyball à peu près 100 fois. Ça joue constamment à la télé. J'ai l'impression qu'il va y avoir comme deux... On va être dans une période en ce moment là, où il va y avoir deux vitesses. Il va y avoir des joueurs qui... vont profiter de cette hausse-là du plafond et surtout de la projection des hausses. Tu sais, ça m'apparaît vraiment comme un environnement parfait pour aller chercher beaucoup plus d'argent là, que les contrats qu'on a vus par le passé. Et qu'il y a des joueurs, que ce soit parce que ils sont trop gentils ou parce que, je sais pas, on est comme dans une espèce de phase là... Le plafond a été gelé pendant longtemps. Les augmentations, c'était au compte-gouttes. Et là, il y a une grosse augmentation. Il y a comme une période un peu d'entre-deux. J'ai l'impression qu'il y a des joueurs qui vont, signer des contrats et que quand on va les comparer, là, des contrats signés dans la même quinzaine de jours, il y a des trucs là, c'est de grosses disparités. Et on peut prendre cet exemple-là. Vous me direz, c'est plus que 2 semaines, mais quoi? Rantanen a signé 12 millions à Dallas. Là, c'est 500 000 de moins pour Necas. Tu sais, il y a l'opération comptable suscite là, moi, je trouve des réactions. C'est ça. Moi, ma réaction, quand j'ai vu cette annonce de signature de contrat-là, je me suis dit, tout ça pour ça. Je savais. Ben oui. À la fin, on s'entend, l'éléphant accouché d'une souris, là. Tu fais une transaction monstre, tu échanges une super vedette, le partenaire de jeu de ton joueur de concession, un gars productif, un des attaquants les plus productifs de la Ligue nationale parce que il y a des contraintes, les contraintes de plafond salarial vont peut-être t'envisages que ça va te nuire dans la construction d'une équipe complète qui aspire à la Coupe Stanley. Puis 1 an plus tard, la différence de contrat entre les deux joueurs, c'est 500 000 par année. Est-ce que c'est une autre manifestation du piège des coûts irrécupérables? On voulait absolument garder quelque chose, ne pas tout perdre au change dans cet échange-là? C'est une très bonne question, Alex. Il y a de ça. Tu es à la place du directeur général, tu ne veux pas perdre la face. Tu veux pas être le gars qui a échangé Rantanen. Pour Jack Drury. C'est ça. Que ce soit tout ce qui te reste
à la fin quand on fait le bilan. Je sais pas, parce que... mais il y a de l'espace sous le plafond. non, oui. Mais c'est vrai que c'est souvent comme ça. On a dégagé beaucoup d'espace. C'est souvent comme ça que les DG s'en tirent en disant ça a une valeur, c'est une valeur. Oui. Tu sais, juste dans les 3 dernières années, Rantanen il a marqué 47 buts de plus, 42 passes de plus que Nekatch. C'est un meilleur joueur, puis effectivement, pourtant on savait à quoi ressemblerait le plafond salarial dans les prochaines années quand l'Avalanche a décidé de faire cette transaction-là l'année dernière. Moi aussi, un peu comme Martin, je trouve que... Ah ben oui, j'ai exactement de ça que c'est. Ben c'est ça que c'est. Au bout du compte, tu te dis... C'est pas juste... Parce que c'était pas mal clair qu'il ne dépasserait pas Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen, là, dans les discussions qu'il avait avec le club. Donc, MacKinnon est à 12,6. Puis, l'ailier le mieux payé à ce moment-là, c'était Artemi Panarin, qui est à 11,6 et des poussières. Donc, depuis le début, sa demande, c'était d'être l'ailier le mieux payé de la Ligue. Mais je pense que ça avait l'air d'être accepté qu'il ne dépasserait pas le cap MacKinnon, si on veut. Donc, on serait retrouvé dans ces eaux-là, à peu près autour de 12 millions, peut-être jusqu'à 12,5. Disons 1 million de plus que ce qu'ils ont donné à Nekatch, mais c'est un meilleur joueur. Là. C'est un joueur plus complet, plus physique, dominant en série, prouvé, qui a grandi de dans ton nombreuses reprises, qui a organisation. grandi dans ton organisation que tu as développée, etc. Donc, peut-être qu'ils ont appuyé un peu vite sur la gâchette l'année dernière, ayant peur de le perdre. Pour rien, mais... Puis là, tu te retrouves dans la situation où tu négocies avec ce gars-là, qui a un rapport de force immense, un bon joueur. Là, puis là, lui aussi, ça donne mal. Lui aussi négocie puis veut maximiser ses revenus. Puis là, tu te dis, bon, ben là, si on lui verse pas ce qu'il demande, on se retrouve avec les mains vides. Et visiblement, l'Avalanche voulait pas que ça traîne comme l'an passé. Voulait savoir vite quelle serait sa décision, parce qu'on l'aurait probablement échangé. En Caroline. Oui, retourne en Caroline. Contre Logan Stankoven. Deux choix, puis de l'espace. Beaucoup d'espace. Mais t'essaieras de faire jouer l'espace sur le plafond salarial sur ton avantage numérique. Il est discret. Ça tire pas beaucoup de tirs, pas beaucoup de chances de marquer. Moi, je pensais aussi qu'à l'époque de la confrontation, là, Rantanen, c'est McFarland qui signe le contrat là-bas? Chris McFarland, le DG. Il me semble que c'est Elliot Friedman qui disait ça, ou Pierre Lebrun, mais un de ses informateurs avec un I majuscule qui suggérait que peut-être il y aurait et il y en aura certainement pour certaines équipes, mais que c'était peut-être le cas pour l'Avalanche, qu'il y ait un plafond maison aussi. C'est qu'à un moment donné, c'est pas parce que tu peux dépenser autant qu'on veut dépenser autant. Mais là, ce contrat-là n'est pas une indication de ça. Puis... Ils auront quoi? Cal McCarr, ça achève aussi. C'est ça, exact. Est-ce qu'ils vont laisser aller McCarr parce qu'ils ne veulent pas le payer? Je ne penserais pas que tu laisses partir un des meilleurs défenseurs de l'histoire parce que... Non, mais c'est ça. Je pense aussi que dans toutes ces négociations-là qui se trament chez l'Avalanche depuis 1 an ou presque, il y a en filigrane le prochain contrat de Cal McCarr. C'est ça. Depuis 5 ans. Non, mais dans les négos avec Rantanen, il y avait ça en filigrane. Ouais. C'est sûr. Ben, on se disait, si lui, on lui donne 12,5, on a MacKinnon à 12,6, il faut prendre en considération ce que McCarr va gagner dans 2 ans. Est-on capable de bâtir une équipe compétitive avec ça? Et McCarr, il n'en fait pas de rabais, lui? Ben, j'ai pas l'impression. Là, en tout cas, ce serait... Ben, sur son présent contrat, il n'a pas fait de rabais, non, parce que... Ben, justement, là... Non, puis combien il va gagner, Cal McCarr? Il serait en droit de demander 20 qui est le maximum prévu, 20 du plafond salarial, qui est le maximum prévu par la convention collective. Personne ne l'a jamais fait, mais il pourrait le demander. Je suis sûr qu'il ne le fera pas. Là. Je ne sais pas si un jour on va voir... Mais il va être le défenseur le mieux payé de la Ligue nationale. Ah, ben c'est certain. Là. Est-ce que pensez-vous qu'il va faire plus que Lane? En ce moment, c'est Erik Karlsson à 11,5, donc c'est sûr là, qu'il va... Oui, il fait déjà plus que Lane. C'est ça. Je ne veux pas être plate, mais ils sont quelques-uns. Ce qui est quand même une honte qu'Erik Karlsson soit le défenseur le mieux payé. Il faut placer les choses dans leur contexte. À l'époque, je veux dire, ça a été un défenseur dominant, offensif dominant pendant longtemps. Mais ça prend plus qu'une équipe là, pour le payer aussi. Erik Karlsson. Salaire-là. Ouais. Mais là, il fait partie d'une des meilleures équipes de la Ligue en ce moment. Inarrêtable. Ça regarde mal. Les Pingouins ont encore gagné hier. Ça regarde mal. Moi, je pensais qu'on ramenait Crosby de Milan direct ici à Montréal. Dans l'avion avec nous, Sid. On ne sait jamais. Don't bother. Ils peuvent encore s'écrouler, là.
C'est plein d'espoir. Si on l'attaque à 3 avec du chloroforme. Oui, c'est ça. On va se prendre par surprise. Dernier petit point, puisqu'on parle d'argent, et je suis content parce que, bon, des fois là, je me sens un peu comme moins brillant que... Je me sens un peu comme le simplet de l'opération. Puis là, il y a quelques semaines, je te disais, Alex, tu devrais faire un texte là-dessus. Puis comme d'habitude, là, tu m'as regardé. Puis... Non, mais c'est pas vrai. Tu m'as déjà donné des idées. Il est cute. Tu as regardé puis dit, moi, il faut que j'aille à l'entraînement. Sais-tu qui je suis? Ça fait longtemps que Oui, vas-y. Mais on parlait des bonnies de signature qui sont monnaie courante, qui était un morceau très, très important du contrat de Lane Hutson, justement. Donc, des montants qui sont versés quoi? C'est le 1er juillet ou le 1er septembre? Ça dépend du contrat. Ça dépend du contrat. Mais c'est le 1er juillet. Avant que la saison commence... Oui. Et Carey et Price aussi en avaient beaucoup de ces bonnies-là. Puis moi, je faisais la blague, tu sais, je disais, imagine, tu as une entreprise, mais il faut que tu payes tes employés pratiquement la totalité de leur salaire pour l'année à venir, alors que tu n'as pas fait de revenus encore, tu n'as pas j'aimerais ça rien vendu. J'aimerais ça pouvoir profiter de ça, ce genre. Moi aussi, ça serait pas bon pour tout le monde. Non, il y en a comme toi, Alex. Je me suis pas rendu. Fait que j'ai été payé 100% en totalité au mois de septembre, mais je me suis pas rendu à Noël. Non. Ce serait ma crainte dans ton cas. Est-ce que je peux avoir une avance sur l'année prochaine? Reste que il y en a beaucoup chez le Canadien, puis on s'interrogeait à voix haute, Martin. Il n'y en a pas tant que ça. Il y a Dobson qui l'a eu, mais les autres qui ont signé des contrats avantageux, les Suzuki, Caulfield et tout ça, il n'y en avait pas? On n'a pas profité de ça. Non. Mais c'est une tendance vraiment forte dans la Ligue nationale. Des bonnies, tu veux dire? Oui. Lane Hutson en a beaucoup. Lane Hutson en a beaucoup. Dobson en a eu. Au Minnesota, Kaprizov, si ma mémoire est bonne, là, sur 126 millions, il y en a 120 en bonnie ou quelque chose. Oui, je pense qu'il reçoit 1 million en salaire par année à peu près. Alors, sur les 17. Ouais. Et tu disais, j'aimerais ça savoir quel est l'avantage de faire ça. Et il y a un de nos auditeurs, M. Fortier, Robert Fortier, qui est un actuaire de formation, qui est à la retraite maintenant, qui a dirigé un grand cabinet comptable, qui, quand on parlait de ça... que l'on salue, parce que oui, on le salue. Il nous écoute, c'est sûr. Un auditeur assidu, puis... Un gentil monsieur. Écoute, j'ai parlé, j'ai eu une bonne conversation au téléphone avec lui, puis il m'avait envoyé une hypothèse qu'il avait faite un peu rapidement. On a jasé au téléphone, puis il est retourné à la planche à dessin, au tableau Excel. Au boulier. Et c'est ça, il m'a envoyé une hypothèse pour un peu illustrer qu'est-ce que ça peut représenter comme avantage. Alors, je le remercie beaucoup, M. Fortier, il était vraiment gentil. Alors, c'est ça. Bon, on a pris en exemple le cas de Lane Hutson et on a comparé la situation de Lane Hutson avec un joueur québécois qui s'appellerait Avatar Tremblay. Alors, donc, c'est ça. Il y a toutes sortes d'hypothèses dont on n'entrera pas dans tous les chiffres en détail parce qu'on est dans un balado. Puis que, tout le monde au tableau. Tout le monde. Alors, bon, donc les hypothèses, le joueur paie les deux joueurs paient leur agent 4 %, une commission de 4 %. Le salaire de Lane Hutson, selon l'hypothèse, dépense tout l'argent de son salaire, c'est-à-dire... il y a 1 million par année en salaire là, pendant 7 des 8 années. Ce sont ses dépenses courantes. Ce sont ses dépenses courantes. C'est frais. Et s'il y a des surplus, il les donne à son père. Alors, il paie son impôt régulièrement, son impôt normal sur le 1 million. Et le boni qu'il reçoit, 11 millions les 2 premières saisons, 9,5, 6,5, 6 millions, etc. pour les années suivantes. Chaque fois qu'il reçoit le boni, il le place. Ah oui. Il place l'argent. Puis l'hypothèse, c'est un rendement de 8 % par an, qui est le rendement moyen du Standard & Poor's 500 pour les 25 dernières années. Alors, Lane Hutson étant américain, son boni est imposé à autour de 37 %, 15 % au Canada, 22 % aux États-Unis. C'est en fonction du taux d'imposition de l'État dans lequel tu résides. Exact. Et... Avatar Tremblay, lui, il fait la même chose que Lane Hutson. Donc, mais il est imposé plus. Mais lui, il reçoit son salaire complet à chaque année. Là. C'est une moyenne de quoi? 8 points... Combien il y a Lane Hutson? 8,85. Alors, Avatar Tremblay, lui, il reçoit son 8,85 millions en salaire chaque année. Il y a une paie à toutes les 2 semaines. Alors, lui, à chaque fois qu'il reçoit sa paye, il garde l'équivalent de Lane Hutson pour ses dépenses courantes, ce qui fait 1 million à la fin de l'année. Et le reste, il le place. Mais il le place
Graduellement. À chaque fois, de façon graduelle. Et donc, je saute... Je saute les estimations, mais ça arrive qu'à la fin, pour Avatar Tremblay, pour obtenir le même argent qui va rester à la fin que Lane Hutson, il aurait fallu qu'Avatar Tremblay reçoive 11,4 millions, 11,45 millions en salaire plutôt que 8,85. Hey, quand même, c'est presque 2,5 de plus. Exact. Puis bon, ça, c'est une hypothèse. Donc, tu vois qu'il n'a pas pris de rabais, Martin. Et pas pris de rabais, c'est parce que si toutes les autres équipes donnent aussi des bonnies de signature, c'est pas... c'est ça. Tu reviens à prendre un rabais. Et M. Fortier a fait une autre hypothèse où si on tient juste compte de l'impôt et si Lane Hutson n'avait aucun rendement, si les deux joueurs n'avaient aucun rendement sur l'argent qu'ils plaçaient, là, les marchés vont mal, ils se retrouvent à zéro, mais juste en tenant compte de l'impôt qui est payé et tout ça, il faudrait qu'Avatar Tremblay touche 10,64 millions par an. Ce serait le plancher. Là, Fait qu'il y a quand même une part d'économie d'impôt qui est importante. Là, oui, l'impôt est un élément majeur là, dans ça, mais quand même, il y a un gros avantage et il y a de plus en plus d'agents. Je pense que c'est les joueurs qui ont les meilleurs rapports de force, les joueurs qui sont importants dans leur équipe. On le voit, ça se répand partout. Là. Tous les joueurs qui négocient des contrats prennent des proportions importantes de bonnies de signature. Et c'est arrivé avec Netskatch au Colorado. Il y a 60,4 millions sur 92 qui sont en bonnies de signature. Donc, ils en ont de l'argent. Hein? Oui. Il y a des équipes qui ont résisté et qui résistent encore à ça. Là. On ne veut pas donner trop de bonnies à la signature parce que peut-être que c'est plus difficile de sortir l'argent, comme tu dis, à l'avance avant d'avoir empilé ce fric-là. Donc, les Hurricanes de la Caroline, par exemple, ne sont pas une équipe réputée pour donner des bonnies comme ça importants, imposants. Et puis mais c'est pas donné en un coup 60 millions. Tu sais, non, mais quand même. Si tu donnes 10 millions à chaque année, bing. C'est un déplacement de quelques mois, dans le fond, parce que si tu le donnes avant que la saison commence, 11 millions de salaire, au lieu de le donner sur quelques mois, tu sais, c'est de le donner d'un coup. Oui, il y a ça, mais ça dépend aussi du nombre de joueurs. Tu sais, là, on dit à Montréal, tu as Dobson, tu as Hudson. Il faudrait voir, mais c'est peut-être un chèque, c'est peut-être... je sais pas, 30-40 millions là, qui sort le 1er septembre. Là. C'est du vrai, c'est pas de l'argent de Monopoly. C'est une des stratégies que les équipes canadiennes utilisent depuis longtemps. Là. Le contrat de Carey Price était structuré de cette façon-là. Il touchait énormément d'argent et c'est un avantage pour les équipes canadiennes. L'autre, c'est la convention de retraite là, dont j'avais déjà parlé. Qui devient moins intéressante pour les joueurs américains. On ne rentrera pas dans les détails, mais plus pour les joueurs d'autres pays et les Canadiens eux-mêmes. Par contre, ce qu'on a décrit là ne sera plus possible à compter de la saison prochaine parce que tu ne pourras pas donner plus de 60%, selon la nouvelle convention collective, plus de 60% du salaire total. Ah oui, en bonnie. À partir de l'année prochaine. Ça, il y a probablement des propriétaires. Les règles dans la Ligue nationale sont toujours faites. C'est toujours les équipes les moins nantis qui tirent l'entreprise vers le bas. Fait qu'il y a certainement des propriétaires qui ont été se plaindre de dire « Nous, on n'est pas capable de faire ça. » Fait que si on convoite un joueur autonome qui se fait offrir la quasi-totalité en bonnie de signature, on ne peut pas rivaliser. Et ces équipes-là ont toujours une écoute. Ben oui, mais c'est pour la parité, Martin. C'est pour que tout le monde soit égaux. Pour que tout le monde ait des chances égales. Mais ça n'arrive pas dans les faits. Dans le fond, c'est des communistes. C'est du socialisme, exactement. Tout à fait. J'exagère un peu. Un petit brin. À peine. Ils sont réputés pour être des socialistes, des propriétaires d'équipe. Le sport majeur nord-américain où il y a eu le plus de gagnants différents depuis le début des années 2000, c'est le baseball majeur. Il n'y a pas de plafond salarial. Les propriétaires disent toujours ça va être bon pour la parité, ça va être bon pour la parité. Mais... le capitalisme répand, semble-t-il, mieux les chances que le socialisme du sport professionnel. C'est une question... Vous vous attendiez pas à une telle leçon dans ce balado-là, honnêtement. C'était pas parti pour ça. Là. Et il y aura peut-être... un nouveau gagnant de la Série mondiale, parce que c'était le matin de l'Halloween, et Martin et Alex enregistraient leur balado, mais au vendredi soir, les Blue Jays avaient l'opportunité, et la première de deux, comme au tennis, 2 balles de match.
Yes. 2 balles de match, effectivement. Ouais. Mais tu n'as jamais une balle de match contre toi en même temps que tu as une balle de match. Ouais, je comprends. Pour C'est toi. ça, mais c'est une double balle de match. Ouais, Hein? c'est ça. Hein? Voilà. Hey, là, je pense qu'on a atteint un nouveau... Intellectuellement, là, je pense qu'on est dans une... D'après moi, il y a des gens qui saignent des oreilles. Quand Godinier n'est pas là, le niveau s'élève. Excuse-moi, là, t'as comme une petite... t'as quelque chose là, qui coule. Ouais. Oh là là. C'est un épisode de sang. Un épisode où, propice à l'explosion des organes. Bon, là, Alex, dépêche-toi, là. Ben oui, s'il vous plaît. Merci de m'avoir libéré. C'est pas un patin matin, c'est un entraînement. Merci de m'avoir libéré plus tôt qu'à l'habitude. 6 minutes. T'as gagné 6 minutes quand même. Prisonnier. Ouais. C'est très bon. Si on avait des règles pour commencer à l'heure, tu serais déjà rendu. Là. Il va falloir s'entendre sur ces règles-là. Ouais. Alexandre Gascon, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Vas-y, mon vieux. Merci. Puis merci. Puis joyeux Halloween. Puis, vous aussi. Parfait. Puis Martin, j'ai hâte de voir en quoi tu vas être déguisé ce soir. Mangez pas trop de bonbons. Non. Martin Leclerc est notre chroniqueur principal au service des sports. Merci beaucoup, Martin. Ça a été un grand plaisir, messieurs. Tu vas voir comment je suis déguisé demain sur la passerelle de presse. Ah oui? Déguisé, ouais. Vas-tu être déguisé avec tes souliers rouges? Peut-être mes souliers rouges puis une tête de citrouille. Ça pourrait être bon. Voilà. Ça, bon, la passerelle. Avec des Batman, puis des Ça, c'est patrouilles. Jacques-Alexis Bernardin est le signataire de Tellement Hockey. Merci beaucoup, Jacques-Alexis. Je m'appelle Alexandre Coupal. Joyeux Halloween. Bonne série mondiale. Bon match avec de l'émotion intra-division demain. Bon week-end. Puis bon week-end. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils. Radio-Canada Sport.